D'accord. Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous voyez mon écran. Euh, du coup, dans cette présentation, on va aborder différents aspects de la cartographie de la hauteur des arbres. On va commencer par comprendre l'intérêt de cette cartographie et comment elle peut contribuer à la gestion des ressources forestières et à la compréhension des écosystèmes. Ensuite, on va explorer les différentes méthodes de cartographie en mettant l'accent sur les capteurs les plus couramment utilisés, tels que le LIDAR, les données optiques et les données radar. On va passer ensuite aux techniques de la cartographie de la hauteur en nous concentrant sur l'utilisation de l'apprentissage automatique. Donc, c'est justement pour comparer les différentes techniques qu'on peut utiliser pour la cartographie. Donc, après la présentation des modèles d'apprentissage automatique, on va passer à l'apprentissage profond et nous verrons comment ces approches peuvent être utilisées pour estimer la hauteur des arbres à partir de ces données de télédétection. Finalement, on va regarder un petit peu les résultats obtenus grâce à ces techniques de cartographie, les techniques qui utilisent l'apprentissage automatique et ceux qui utilisent l'apprentissage profond. Et on va comparer un petit peu ces résultats, donc les résultats obtenus de nos études et d'autres études qui ont été faites par d'autres équipes. Donc, l'intérêt de la cartographie de la hauteur des arbres réside dans le fait qu'elle constitue un indicateur clé de nombreux processus écosystémiques. La hauteur des arbres est étroitement liée à des paramètres importants tels que la biomasse et la productivité, la biodiversité aussi. Et en comparant et en estimant précisément la hauteur des arbres, on peut évaluer la quantité de biomasse stockée dans un écosystème forestier, ce qui a des implications directes sur le cycle du carbone et le fonctionnement de l'écosystème. De plus, la hauteur des arbres est un paramètre essentiel pour évaluer la perturbation forestière et comprendre la dynamique de la forêt. En mesurant la hauteur des arbres, c'est possible de détecter les perturbations, par exemple, telles que les incendies, les épidémies d'insectes ou bien les événements météorologiques extrêmes qui peuvent affecter la structure de la forêt. La cartographie de la hauteur des arbres permet également de suivre les changements dans la structure de la forêt au fil du temps, tels que la croissance, par exemple. En outre, la hauteur des arbres joue un rôle important dans l'évaluation de la déforestation et du boisement. En surveillant la hauteur des arbres au fil du temps, c'est possible d'évaluer les taux de déforestation et de boisement, fournissant ainsi des informations essentielles pour la planification et la gestion des ressources forestières. Donc, ensemble, la cartographie de la hauteur des arbres a une grande importance dans l'orientation des efforts de gestion et dans la conservation des forêts. Donc, comment mesurer la hauteur alors? Une méthode, c'est par le biais de missions de terrain où on mesure la hauteur par d'instruments spécialisés tels que les télémètres laser et les clinomètres. Et ces mesures permettent d'obtenir des estimations précises de la hauteur, offrant ainsi des informations détaillées sur la structure verticale de la forêt. En outre, la hauteur des arbres, ces missions de terrain permettent également de collecter d'autres données importantes pour la gestion et la conservation des forêts. Par exemple, c'est possible de déterminer les espèces des arbres présentes, de mesurer leur diamètre à la hauteur de la poitrine, d'estimer la taille du houppier, par exemple. Et toutes ces variables sont essentielles pour évaluer la diversité des espèces, la structure de la forêt et la quantité de la biomasse présente. Donc, ces variables peuvent être utilisées avec les données sur la hauteur des arbres afin de gestion et de conservation des forêts. Cependant, malgré leurs avantages, les campagnes sur le terrain, et vous le savez tous, présentent certaines limites. Tout d'abord, elles peuvent être coûteuses, nécessitant des ressources financières importantes pour la logistique, les déplacements de l'équipement spécialisé. Et cette contrainte financière peut rendre la collecte des données sur la hauteur peu adorable pour certains projets ou organisations. De plus, les missions sur le terrain exigent beaucoup de temps et de ressources, parce que couvrir de vastes zones ou des endroits isolés peut demander une mobilisation importante en termes de personnel, de véhicules et d'équipements nécessaires. Et la planification et la coordination de ces compagnies-là peuvent présenter un défi logistique considérable. Une autre limitation est liée à la géographie. Ces campagnes sont souvent limitées aux zones accessibles à pied ou en véhicule, ce qui restreint la couverture spatiale.
Euh, les régions reculées, par exemple, telles que les zones montagneuses ou densément boisées, peuvent être difficiles à atteindre, ce qui limite la collecte de données dans ces zones-là. Les conditions météorologiques et d'autres facteurs environnementaux peuvent affecter la collecte de données sur le terrain, donc les précipitations, la couverture nuageuse ou d'autres conditions défavorables peuvent rendre la collecte de données difficile, pardon, ou peu fiable. En particulier lorsque ces mesures ou bien des mesures précises sont requises. Enfin, les campagnes sur le terrain sont généralement réalisées à des intervalles relativement longs en raison des contraintes de temps et de ressources. Donc, cela limite la fréquence de surveillance des forêts, ce qui peut être problématique pour suivre les changements dynamiques ou réagir rapidement aux perturbations. Donc, quelles sont alors les alternatives aux campagnes sur le terrain pour la cartographie? Une de ces principales alternatives, c'est l'utilisation des données de la télédétection, parce que la télédétection résout de nombreux problèmes liés aux campagnes sur le terrain et offre plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, la télédétection permet une couverture étendue des zones forestières. Les données de télédétection peuvent être acquises rapidement et efficacement sur des vastes étendues, ce qui permet une cartographie à grande échelle de la hauteur. En outre, elle permet une surveillance régulière et cohérente des forêts. Les capteurs peuvent être utilisés de manière répétée pour obtenir des mesures fréquentes, ce qui permet de détecter les changements au fil du temps et de suivre la dynamique des forêts. La cohérence des données est à notre avantage. Les mesures obtenues par télédétection sont très consistantes, ce qui facilite la comparaison des données provenant de différentes régions ou de différentes périodes. Cela permet une analyse longitudinale et une compréhension approfondie des variations de la hauteur. Un autre aspect important est la sécurité. La télédétection permet de surveiller des zones dangereuses ou inaccessibles, telles que des régions montagneuses ou des zones touchées par des incendies, par exemple, ou d'autres catastrophes naturelles. Elle offre ainsi la possibilité d'obtenir des informations précieuses sans mettre le personnel en danger. Enfin, la télédétection peut être plus rentable que les campagnes sur le terrain, en particulier pour les projets à grande échelle. Les coûts liés au déplacement, à l'équipement et aux ressources humaines peuvent être réduits en utilisant ces données de télédétection, ce qui en fait une option économique pour la cartographie de la hauteur sur sur des grandes échelles. Donc, comme mentionné précédemment, nous allons explorer trois types de capteurs et ces types de capteurs, ou bien les données issues de ces trois types, vont être utilisées dans nos modèles après pour la cartographie de la hauteur. Donc, on va commencer par le LiDAR. Et le LiDAR de l'anglais qui est Light Detection and Ranging, qui est un capteur couramment utilisé pour la cartographie. Son mode de fonctionnement est assez simple. Donc, il émet des impulsions laser vers la surface terrestre et mesure le temps nécessaire pour que ces impulsions rebondissent et reviennent au capteur. En mesurant ce temps de vol, le lidar peut déterminer la distance entre le capteur et la surface terrestre avec une très grande précision. En effectuant des balayages laser depuis un avion ou un satellite, le lidar peut générer des modèles numériques de terrain détaillés, fournissant ainsi des informations sur la hauteur. Mais donc le, pardon, donc le lidar est la méthode de télédétection la plus précise pour estimer la hauteur. Elles fournissent une haute précision des mesures, une haute résolution spatiale avec plusieurs points de mesure par mètre carré et une capacité à pénétrer les couverts végétaux denses et à capturer les structures verticales complexes. Cependant, le lidar présente, quand je parle du lidar ici, je parle du lidar aéroporté qui fournit des point clouds. Donc, ce lidar-là présente également certaines limitations. Il a un coût opérationnel très élevé en raison de l'équipement spécialisé nécessaire et les frais liés aux compagnies de collecte des données aériennes. Des limitations à des zones géographiques restreintes, car il est souvent utilisé pour des études spécifiques sur des sites spécifiques. Et enfin, il est non disponible à l'échelle mondiale, car sa disponibilité dépend de la couverture de collecte de données LIDAR dans différentes régions du monde. Il y a un autre type de capteur
de capteur LiDAR qui résout un peu les problèmes liés à la couverture du LiDAR aéroporté. Et ce capteur-là, ou bien ces capteurs sont les profilers et sont des instruments embarqués généralement sur des satellites et fournissent des mesures à une échelle mondiale ou quasi mondiale. Les profilers sont généralement une faible densité d'acquisition et effectuent des acquisitions éparses. Cela signifie qu'ils ne mesurent pas à chaque point de manière continue, mais plutôt à des intervalles spécifiques. En plus, les empreintes des profilers sont souvent assez grandes, couvrant plusieurs mètres. Il est important de noter aussi que les profilers ne peuvent pas détecter les photons individuels, mais ils mesurent plutôt l'intensité lumineuse à différents intervalles. Il acquiert alors ce qu'on appelle des formes d'onde qui sont ensuite utilisées pour estimer la hauteur des arbres. Un exemple de profiler LiDAR actuel est le Global Ecosystem Dynamics Investigation, ou GEDI. Il s'agit d'un instrument embarqué sur la Station spatiale internationale qui collecte des données LiDAR pour étudier les écosystèmes terrestres à l'échelle mondiale. Donc, GEDA est un instrument sur la Station spatiale internationale. L'instrument GEDA est équipé de trois lasers rouges, trois lasers rouges et proches de l'infrarouge qui acquièrent des formes d'ondes complètes. L'un de ces lasers est divisé en deux, ce qui signifie que nous avons quatre lasers qui tirent à une fréquence de 241 Hz. Et après chaque tir, les lasers sont déplacés. Oups, pardon. Euh, attends, j'ai eu un petit problème. Donc, ces lasers tirent à une fréquence de 241 Hz. Et après chaque tir, les lasers sont déplacés optiquement, comme on peut le voir sur l'écran, et peuvent acquérir des données sur quatre pistes supplémentaires. Donc, en gros, on a 8 pistes d'acquisition. La distance entre deux pistes est de 600 mètres, avec un espacement entre les empreintes de 60 mètres et un diamètre d'empreinte de 25 mètres. Donc, comme je viens de le mentionner, le Jedi acquiert des formes d'onde et maintenant on va voir ce que correspond une forme d'onde. Donc voici un exemple sur une parcelle de forêt. Lorsque le laser tire, sa durée d'impulsion est de 15 nanosecondes et si on la multiplie par la vitesse de la lumière, on obtient une distance d'environ 4,5 mètres. Sa largeur est de 25 mètres, donc ça c'est le diamètre ou bien l'étendue de l'empreinte. Et cela signifie que l'instrument capte des données dans un diamètre de 25 mètres. L'impulsion laser composée de photons commencera à se réfléchir lorsqu'elle touchera les objets. Certains de ces photons se réfléchiront sur les branches, un petit nombre sur les troncs, et en fonction de la densité de la forêt, les photons restants se réfléchiront sur le sol. Ces photons réfléchis, ils vont atteindre le récepteur de Jedi, qui les enverra à un convertisseur analogique numérique ayant une sensibilité de 15 cm. Et le convertisseur va convertir les photons à l'intérieur d'un intervalle en niveau d'intensité. Et cela va nous donner les formes d'onde. Donc maintenant que nous avons les formes d'onde, pour déterminer la hauteur de la canopée et d'autres structures de la forêt, dans cette empreinte-là, on doit la traiter. Mais tout le traitement qu'on va voir maintenant est déjà fait. Donc, à moins que vous n'ayez besoin de faire des choses avancées avec ces formes d'onde, vous n'avez pas souci à faire quoi que ce soit manuellement. Donc, la forme d'onde est composée d'une partie utile et de bruit. Pour déterminer la partie utile, on va utiliser un seuil qui est égal à 6 sigma, où sigma est l'écart type de bruit, ce qui va nous donner un début et un fin de recherche, une zone de recherche. Dans cette fenêtre-là, nous avons notre partie utile alors, et ensuite on va utiliser un autre seuil noté forward threshold. Et avec, c'est noté FT ici, on peut déterminer la position supérieure ou ce qu'on appelle top lock. Un autre seuil qui est le back threshold va nous donner la dernière position dans la forme d'onde appelée le bot lock.
L'étendue entre, ou bien la distance entre top lock et bot lock s'appelle la waveform extent. Et ensuite, en calculant la dérivée première, tous les passages à zéro vont nous donner les pics de cette forme d'onde. Le premier pic, c'est le pic de la végétation, ou Vloc ici. Et le dernier pic, c'est le pic du sol, ou bien Glock ici. Ensuite, nous avons la distance entre top lock et Vloc, on l'appelle le leading edge extent. Et il représente la variabilité de la végétation. Et on a la distance entre botlock et la position du sol qui est G-lock, on l'appelle le trailing edge extent, et il représente la variabilité du sol. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la hauteur relative, et elle représente la distance entre la position du sol qui est nommée G-lock ici, et l'endroit où se trouve le énième pourcentage de l'énergie cumulée. Par exemple, voici le RH50, le RH75 et le RH100. La hauteur de la canopée est théoriquement égale à RH100, mais dans la pratique, on utilise plutôt le RH98 ou bien le RH95. Il existe d'autres variables qu'on peut calculer à partir de ces formes d'onde-là, ou bien des paramètres de l'acquisition de la forme d'onde, comme par exemple l'angle de vue, ou VA, et qui représente l'angle auquel le laser a tiré. On peut calculer aussi le rapport signal sur bruit ou SNR ici. Et ces deux variables sont généralement utilisées pour filtrer les mauvaises acquisitions. Donc, passons maintenant aux données optiques. Les capteurs optiques collectent des images à l'aide de la lumière visible et du proche infrarouge. Ils offrent de nombreux avantages par rapport au LiDAR. Tout d'abord, les capteurs optiques offrent une couverture continue, ce qui signifie qu'ils peuvent collecter des données sur des vastes zones. De plus, ils offrent une haute répétition, ce qui permet de surveiller une surveillance fréquente des zones d'intérêt. Les capteurs optiques offrent généralement ou bien également différentes résolutions d'échantillonnage allant de faible résolution, plus que 100 mètres, à moyenne élevée entre 10 et 30 mètres, et jusqu'à une très haute résolution qui est le moins de 1 mètre. Et cela permet d'obtenir des images détaillées et adaptées à différents niveaux d'analyse. Un autre avantage des capteurs optiques est que certains produits sont gratuits et en libre accès, ce qui facilite l'accès aux données. Ils sont aussi généralement plus rentables que les capteurs LiDAR, ce qui les rend attrayants pour des projets à plus grande échelle. Euh, Cependant, il y a aussi quelques inconvénients associés aux données optiques. Tout d'abord, leur capacité de pénétrer est limitée par rapport aux leaders. Ils peuvent avoir du mal à pénétrer à travers la canopée, surtout lorsqu'on travaille sur des zones qui sont très denses, sur des forêts très denses. Et les données optiques sont aussi sensibles aux nuages. Lorsque le ciel est couvert, la collecte de données optiques peut être affectée, ce qui limite leur utilisation dans certaines conditions météorologiques. Enfin, la précision des mesures de hauteur à partir des données optiques peut être limitée parce que les méthodes d'estimation de la hauteur à partir des images optiques, vu tous les inconvénients, sont souvent moins précises que celles utilisant le LiDAR. Et je dirais même beaucoup moins précises. Mais malgré ces limitations, les données optiques restent une ressource précieuse pour la cartographie de la hauteur des arbres, offrant une couverture continue, une haute répétition et des résolutions spatiales adaptées à différentes applications. Donc, pour les grands fournisseurs de données optiques, nous avons Maxar de Maxar Technologies et sont des données payantes et les images ont une résolution entre 31 et 50 cm et certains instruments peuvent capter la lumière réfléchie euh, en RGB, proche infrarouge, le bord du rouge, bleu côtier, jaune et le panchromatique. Ensuite, on a les données Pléiades du CNES qui sont également payantes avec une résolution comprise entre 0,5 m pour le panchromatique et 2 mètres pour le RGB. On a aussi de Planet Labs qui sont des données payantes aussi avec une résolution entre 30 et 5 mètres et des bandes RGB et proche infrarouge.
On a le Sentinel-2 de l'ESA, ce sont des données gratuites en libre accès avec une résolution entre 10 et 60 mètres et des bandes multispectrales. Par exemple, nous avons le RGB, le bord du rouge, le proche infrarouge et l'infrarouge à onde courte. Euh, Et enfin, on a le Landsat de la NASA, c'est aussi un produit gratuit avec une résolution entre 15 et 100 mètres et qui offre des bandes multispectrales aussi, comme le côtier aérosol, un mélange de bleu et de violet, le RGB, le prochain infrarouge, l'infrarouge à onde courte et une bande thermique. Donc, pourquoi choisir Sentinel-2? Parce qu'il a un temps de revisite relativement élevé, d'environ 5 jours en Europe. Il fournit des données multispectrales. Les données sont gratuites et en libre accès et il a une résolution spatiale relativement élevée qui va de 10 à 20 mètres. Et pour comparer un petit peu donc la résolution spatiale, voilà ce qu'on peut voir à droite avec les différentes résolutions. Donc dans cette image-là, vous avez ce qui est acquis par MODIS, un capteur d'une résolution de 250 mètres. Donc ici, on ne peut pas voir grand-chose. Ensuite, voici ce que Landsat donne à 30 mètres. Désolé. Voici donc Landsat à 30 mètres et on peut commencer à voir un petit peu les différences dans le paysage. Ensuite, on a Sentinel-2. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir avec Sentinel-2. Donc c'est beaucoup mieux par rapport à Landsat. Et on peut commencer à différencier le sol nu et la forêt ou bien les arbres. Et finalement, ça, c'est une image de Pléiade à 70 centimètres, donc elle a une résolution beaucoup plus élevée que Sentinel-2, mais quand même, Sentinel-2 offre tout de même une très haute résolution. Donc, pour les données radar, les, cap- les capteurs radar donc, émettent des ondes électromagnétiques à une longueur d'onde spécifique et mesurent la puissance de retour réfléchie par la surface et ce qu'on appelle la rétrodiffusion ou le backscatter. Le signal de retour radar dépend des propriétés géométriques et diélectriques des objets réfléchissants, qu'ils soient volumiques ou de surface. Ces données présentent certaines caractéristiques intéressantes. Tout d'abord, les données radar offrent une couverture continue comme les imageries optiques et cela signifie qu'elles peuvent être collectées sur de vastes zones aussi. Les capteurs radar offrent une haute résolution permettant une surveillance fréquente des zones d'intérêt. Un avantage majeur des données radar est leur opération en tout temps, contrairement aux données optiques. Le radar a aussi la capacité de pénétrer à travers la végétation, en particulier avec des longueurs d'onde plus grandes. Cela signifie qu'il peut mesurer la structure des forêts même lorsque la canopée est dense. Un autre avantage du radar est sa capacité de polarisation multiple. Il peut utiliser différents modes de polarisation, ce qui permet une saisie des informations sur différents aspects de la structure forestière. Et cela permet de distinguer différents types de végétation, par exemple, et d'obtenir des données plus détaillées sur la composition de la forêt. Cependant, il est important de mentionner certains inconvénients des données radar. Tout d'abord, la résolution radiométrique peut poser un défi. Le signal radar est affecté par un bruit appelé le speckle, qui peut rendre l'interprétation des données euh, plus complexe. Ce bruit peut limiter la précision des mesures radiométriques et nécessite des techniques de filtrage appropriées. De plus, le traitement des données radar peut être complexe en raison de nombreux facteurs environnementaux qui influent le signal. Ces paramètres, ou bien les paramètres tels que l'humidité du sol, la teneur en eau de la végétation et la rugosité du sol peuvent affecter les mesures radar et nécessitent une correction appropriée pour obtenir des résultats plus précis. Enfin, il est important de souligner que les mesures radar fournissent une estimation indirecte de la hauteur de la canopée, comme l'imagerie optique, et contrairement aux données LIDAR.
Et pour les fournisseurs des données radar, nous avons Sentinel-1 de l'ESA, c'est un produit gratuit comme l'optique avec une résolution entre 5 et 20 mètres et qui fonctionne en bande C. On a Alos Pulsar 2 de la JAXA, c'est un produit payant avec une résolution entre 1 et 3 mètres et fonctionne en bande L. On a un radar SAT-2 de l'Agence spatiale canadienne, également un produit payant avec une résolution entre 3 et 100 mètres et qui fonctionne en bande C. On a TerraSAR X du DLR, également payant, et il a une résolution comprise entre 1 et 3 mètres et fonctionne en bande X. Enfin, nous avons Cosmos SkyMed de l'Agence spatiale italienne, un produit payant aussi, dont la résolution est comprise entre 1 et 100 mètres selon le produit et qui fonctionne en bande X. Donc, pourquoi Sentinel-1? Il a un temps de revisite relativement élevé, comme l'optique, entre 6 et 12 jours, une couverture continue et mondiale. Les données sont gratuites et en libre accès, et la résolution elle est relativement élevée à 10 mètres. Donc, résumer, avant de passer au modèle, nous avons les données optiques radar et dans nos travaux, on utilise le S1 et S2. Elle offre une couverture continue, ces données-là, une fréquence de revisite élevée, une haute résolution qui est le 10 mètres. Cependant, ces données-là ne mesurent pas directement la hauteur des arbres. D'autre part, on a le LIDAR qui offre des mesures directes de la hauteur, qui est très précis, pourrait avoir une autre résolution. Cependant, il n'est pas disponible que sur des petites régions partout dans le monde. Mais on a la possibilité d'avoir une couverture quasi globale comme JEDI, mais comme je l'ai mentionné, il a un échantillonnage qui est plutôt éparse. Donc ainsi, pour obtenir une couverture continue des hauteurs, ou bien pour faire des cartes continues de la hauteur des arbres, on doit trouver une fonction qui relie les données de télédétection aux estimations de hauteur de la canopée faites par le LIDAR. En raison de la nature non linéaire de la relation entre la hauteur de la canopée et les mesures optiques qui sont faites par les mesures optiques et radars, il est nécessaire d'utiliser des approches d'apprentissage automatique ou bien d'apprentissage profond pour estimer avec précision la hauteur des arbres à partir de ces données de télédétection. Les approches traditionnelles reposent sur des modèles mathématiques complexes et non linéaires. Capturer les relations entre les caractéristiques extraites des données de télédétection et la hauteur de la canopée d'autre part. Cependant, ces modèles peuvent être limités par leur capacité à représenter de manière précise les relations complexes et non linéaires existantes dans les données. Et c'est là que les approches basées sur le machine learning ou bien le deep learning entrent en jeu. Ces méthodes permettent aux données d'apprendre automatiquement à partir des données comme les données optiques et radars, en identifiant les schémas et les caractéristiques clés pour estimer la hauteur des arbres. Les modèles de machine learning traditionnels utilisent des techniques telles que la régression, la classification ou les méthodes d'ensemble euh, pour effectuer cette estimation-là. D'autre part, les réseaux de neurones artificiels ou bien le deep learning offrent une capacité encore plus puissante que le machine learning pour capturer les relations complexes entre les données de télédétection d'une part et la hauteur de la canopée d'autre part. Ces réseaux sont capables d'apprendre des représentations hiérarchiques des données, ce qui leur permet de découvrir ces caractéristiques profondes ou bien les caractéristiques profondes dans les images et des relations non linéaires plus précises. Et dans cette présentation, dans ce cours, on va explorer ces deux approches, donc le machine learning et le deep learning, en présentant à la fois les modèles, quelques modèles traditionnels de machine learning et quelques modèles basés sur l'apprentissage profond. On va examiner ou bien discuter leurs avantages, leurs limitations et leur application dans la cartographie à partir de données de télédétection. Donc maintenant, on va passer au flux de travail utilisé pour la tâche de cartographie de la hauteur de la canopée avec l'apprentissage automatique ou bien l'apprentissage profond. Et c'est le même flux de travail pour les deux approches. Tout d'abord,
Nous devons pré-traiter nos données, qu'il s'agit du Sentinel 2, 1 ou bien de JEDI. Ensuite, Sentinel 2 et 1 seront utilisés comme données d'entrée dans le modèle et JEDI est la donnée de calibration. Ces entrées et sorties seront utilisées par notre modèle afin qu'il puisse établir une relation qui lui permette de traduire les données entrées en hauteur de la canopée. Enfin, on applique le modèle sur l'ensemble de notre région d'intérêt et on obtient notre carte de hauteur. Mais avant de procéder au traitement ultérieur des images S1 ou bien S2, il est nécessaire de les filtrer dans une fenêtre temporelle spécifique. Et cette fenêtre temporelle peut être définie en fonction de l'échelle de temps pertinente pour la zone d'intérêt, telle que par exemple des semaines, des mois ou même une année entière. Le filtrage des images vise à éliminer les artefacts, les bruits et les variations indésirables qui peuvent affecter la qualité et la précision de ces données-là, qui peut également contribuer à améliorer la cohérence temporelle des images, ce qui est crucial pour l'analyse des changements et des tendances. Donc, il y a différentes techniques de filtrage qui sont utilisées en fonction des caractéristiques spécifiques des données radar ou bien des données optiques. Par exemple, pour les données radar, il y a des filtres de réduction du bruit qui peuvent être appliqués pour atténuer le speckle, qui normalement affectent la résolution radiométrique. Pour les données optiques, il y a des filtres qui peuvent être utilisés pour réduire, par exemple, les effets du nuage, améliorer la clarté de l'image et éliminer les influences atmosphériques. Et le filtrage des images S1 et S2 est une étape préliminaire essentielle dans le processus du pré-traitement des données de télédétection. Il permet aussi d'obtenir des données plus propres, cohérentes et prêtes à être utilisées dans les étapes suivantes. Donc, Après le filtrage, on va composer notre carte d'entrée et cette carte-là doit couvrir notre zone d'intérêt. Et c'est nécessaire pour les grandes régions pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les satellites ont une couverture limitée. Pour S1 et S2, la fauchée est de 250 km pour S1 et 290 km pour S2. Donc, et elle est plus faible pour les satellites qui sont à plus haute résolution. Ainsi, avec S2, après filtrage, on aura parfois des trous dans les images dus au filtrage. Et c'est pourquoi ce qu'on l'appelle le mosaïquage est nécessaire. Il est nécessaire aussi parce que lorsque les images sont acquises à différents moments ou par différents capteurs, ces données-là ou bien ces images-là peuvent présenter des variations dans l'éclairage, l'atmosphère ou bien les conditions environnementales. Donc, le mosaïquage permet d'harmoniser ces différences-là. Mais c'est une opération simple. Donc, tout d'abord, pour créer une mosaïque sur une région donnée, on doit créer une matrice M qui va couvrir notre région d'intérêt. Matrice, pardon, doit suffisamment être grande pour couvrir toute la région d'intérêt. Ensuite, on collecte toutes les images qui couvrent cette zone-là. Ensuite, pour chaque pixel de M, donc ici à la ligne M et à la colonne N, on calcule le résultat de l'application d'une fonction f qui prend en entrée tous les pixels de toutes les images à cet endroit Mn de l'image M. Euh, donc dans ce cas, nous avons AB de l'image 1, CD de I2, EF de I3 ne sont pas disponibles, donc ils ne seront pas utilisés. Enfin, on a X, Y de IN. On effectue cette opération pour tous les pixels de M. Et cette fonction-là, c'est n'importe quelle fonction d'agrégation, comme par exemple la médiane ou bien la moyenne. Et juste pour noter, on ne fait pas cette opération pixel par pixel, mais, parce que ça va prendre énormément de temps, mais je schématise un petit peu. Euh, Après l'obtention, bien le calcul de la composite, on peut commencer à réfléchir aux données d'entrée à fournir au modèle. Donc, pour les modèles d'apprentissage
automatique ou bien le machine learning, cette liste est infinie, mais voici quelques exemples. On peut calculer par exemple les indices de végétation à partir de S2 et à partir de S1 aussi. Pour S2, il y a le NDVI, euh, l'indice de végétation amélioré, le EVI, par exemple l'indice de végétation ajusté au sol, le SAVI. Pour S1, il y a le RVI qui est l'indice de végétation radar et c'est VH sur VV par exemple pour S1. Il y a l'indice de végétation SAR polarimétrique, le PSVI. Pour S1, c'est cette formule-là. Juste une remarque, on calcule les indices pour l'ensemble de notre matrice M. Donc maintenant, après avoir pré-traité et filtré les données, on va calculer les indices ou bien les données d'entrée de ces modèles-là. Euh, donc maintenant, on a besoin de créer une sorte d'une base de données pour entraîner les modèles. Euh, Maintenant, pour l'apprentissage automatique, les inputs et les outputs de modèles euh, ont une taille donnée qui est égale au pixel. Donc, pour construire notre ensemble de données, on extrait simplement les pixels des données d'entrée qui ont ainsi avec une acquisition JEDI, puisqu'on veut calibrer nos modèles par rapport aux données JEDI. Donc, notre base de données sera composée d'un tableau où chaque ligne contient les données d'entrée, qui sont par exemple les indices de végétation qu'on vient de discuter. Ça peut être aussi d'autres indices et notre donnée JEDI pour calibrer le modèle. En termes de modèle, pour l'apprentissage automatique ou bien les modèles traditionnels d'apprentissage automatique pour la cartographie de la hauteur de la canopée sont basés sur des arbres de décision. C'est une approche hiérarchique qui prend des décisions en fonction des caractéristiques des données d'entrée. Parmi ces modèles, on retrouve les forêts aléatoires et les algorithmes de gradient boosting. Pour le random forest, c'est un exemple de modèle d'apprentissage ensembliste. Il combine les prédictions de plusieurs arbres de décision pour obtenir une prédiction finale. Chaque arbre de décision dans cet ensemble-là est entraîné de manière indépendante sur un sous-ensemble des données et un sous-ensemble des caractéristiques données, qui sont par exemple, dans notre cas, les indices de végétation. Cette approche permet de réduire le risque de surajustement ou le overfitting et d'améliorer la robustesse des prédictions. Le random forest sont appréciés pour leur capacité à traiter différents types de données et à capturer des relations non linéaires complexes. Ils fournissent également des mesures d'importance des caractéristiques, par exemple, quelles données d'entrée sont les plus pertinentes ou bien les plus importantes pour notre étude ou bien pour nos cartes. Et cela permet d'identifier les variables les plus influentes dans la prédiction de la hauteur de la canopée. Le gradient boosting, ou par exemple comme le XGBoost, c'est un autre exemple d'apprentissage automatique. XGBoost est une version optimisée de l'algorithme de boosting par gradient. Et ce modèle-là a construit séquentiellement un ensemble de faibles apprenants, tels que des arbres de décision, pour effectuer des prédictions. Chaque arbre est entraîné pour corriger les erreurs commises par les arbres précédents de l'ensemble de ce modèle-là, en se concentrant sur les zones où les prédictions sont les moins précises. Pour mieux comprendre son fonctionnement, nous pouvons utiliser une analogie basée sur la topographie d'un paysage, par exemple. Imaginez que vous avez un vaste territoire avec des collines et des vallées. L'objectif est de trouver le point le plus bas dans une vallée qui représente la valeur minimale de la fonction de perte que nous cherchons à optimiser. De manière similaire dans le gradient boosting, chaque arbre de décision est entraîné à descendre dans la vallée de la fonction de perte et chaque arbre cherche à minimiser les erreurs résiduelles laissées par les arbres précédents. En se concentrant sur les zones où les erreurs sont importantes, tout comme par exemple un randonneur qui cherche à trouver le chemin le plus bas et le plus direct vers le fond de la vallée.
Donc, ainsi, le gradient boosting utilise une approche itérative où chaque nouvel arbre contribue à descendre plus profondément dans la vallée de la fonction de perte, réduisant ainsi progressivement les erreurs et améliorant les performances du modèle. L'algorithme XGBoost combine également des techniques de régularisation et d'optimisation pour améliorer les performances et éviter l'overfitting. Cet algorithme-là excelle dans le traitement de grands ensembles de données et il est reconnu pour sa capacité à obtenir une très grande précision euh, de prédiction. En combinant alors le random forest et le gradient boosting, on a des outils qui sont très puissants, des outils d'apprentissage automatique qui sont très puissants pour la cartographie de la hauteur des arbres. Et ces deux modèles ont été utilisés dans plein d'études pour cette tâche-là. Maintenant qu'on a défini nos données d'entrée, le pré-traitement et les modèles d'apprentissage automatique, on peut commencer maintenant par le processus d'apprentissage. Tout d'abord, on divise notre jeu de données en deux jeux de données, un pour entraîner le modèle et un autre pour valider les résultats de ce modèle-là. Et pour le Random Forest et XGBoost, tous les deux peuvent faire de la régression et de la classification. Dans notre cas, puisqu'on veut faire, puisqu'on veut estimer la hauteur des arbres, donc on parle ici d'une régression sur les hauteurs, puisque c'est une valeur continue. Avant de commencer l'entraînement, on ajuste les hyperparamètres du modèle, comme le nombre des arbres dans chaque modèle, la profondeur, et ensuite on entraîne ce modèle. Donc ces modèles s'entraînent en prenant d'abord les données d'entrée et en produisant une valeur. Donc on espère que cette valeur-là représente à la fin, après la fin de l'entraînement, représente la hauteur des arbres. Donc, au départ, ces modèles-là produisent des données qui ne sont pas correctes, mais ils s'ajustent avec ce qu'on appelle une fonction de perte. Donc, la fonction de perte habituelle pour la hauteur sont par exemple, le RMSE, la MSE, mean squared error, ou bien l'erreur absolue moyenne, mean absolute error, ou bien la MAE. Mais il est possible d'utiliser n'importe quelle fonction de perte. L'objectif de la fonction, c'est justement pour indiquer au modèle ce qu'on veut faire. Donc, le modèle produira des valeurs, calcule la fonction de perte entre ces valeurs-là et les valeurs de GDAI, puisqu'on cherche à estimer la hauteur, essaye de réduire les différences après chaque itération. Donc, en faisant cela pour des milliers d'itérations, il va établir à la fin une relation entre les données d'entrée et les hauteurs de GDAI. Après ça, donc après l'entraînement du modèle, pour créer notre carte de hauteur, ce qu'on appelle la phase d'inférence. Donc, dans cette phase-là, on prend toutes nos données d'entrée. Donc, par exemple, imaginons qu'on travaille avec justement des indices de végétation. Donc, on les prend dans un stack ou bien une matrice qui contient nos données d'entrée à chaque pixel. Et on a ce qu'on veut à la fin, c'est une carte continue de hauteur. Donc, on envoie à chaque pixel, ou bien pixel par pixel, nos indices spectraux qu'on a entraîné le modèle avec. Et ce modèle-là va nous fournir une carte de hauteur. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'apprentissage automatique et comment faire une inférence, entraîner et faire une inférence avec ce type de modèle-là. Donc, en termes d'avantages, ces modèles, par exemple, comme le Random Forest et le XGBoost, offrent certains avantages intéressants. Tout d'abord, ils sont assez simples, ils ont une très grande simplicité pour les entraîner, les coder et tout ça. Donc, et ça, c'est un atout majeur pour ces modèles-là. Les, comme je viens de le dire, leurs implémentations sont relativement simples à comprendre et en plus à coder.
par rapport au réseau de neurones. Le concept des arbres de décision et l'apprentissage ensemble dans les random forests ainsi que le XGBoost sont intuitifs et ont des implémentations qui sont bien détaillées et bien établies aussi. Un autre avantage de ces modèles-là est qu'ils ont besoin de moins de hyperparamètres par rapport aux réseaux de neurones, ce qui simplifie le processus d'ajustement des paramètres là. Et bien que l'ajustement des hyperparamètres soit toujours nécessaire, l'espace de ces hyperparamètres est généralement beaucoup plus petit que celui des hyperparamètres des modèles qui utilisent les réseaux de neurones. Donc, cela facilite la recherche des réglages optimaux. Il existe aussi des bibliothèques largement utilisées et bien documentées, telles que le scikit-learn dans Python. Et ces librairies-là fournissent des API de haut niveau pour l'apprentissage et la prédiction avec ces deux modèles-là. Par contre, ils ont euh, pas mal d'inconvénients. Par exemple, les forêts aléatoires et XGBoost nécessitent une expertise du domaine pour sélectionner et concevoir les caractéristiques ou bien les valeurs d'entrée pertinentes pour ces modèles-là. Et contrairement au réseau de neurones, ils ne sont pas capables d'apprendre automatiquement les représentations complexes à partir des données brutes. Et c'est pour ça, normalement, on est, je dirais, un petit peu obligé de calculer beaucoup d'indices de végétation, des indices de texture pour avoir des bons quarts de hauteur. Euh, il y a aussi le fait que Random Forest et XGBoost peuvent avoir du mal à capter les relations complexes. Du coup, on a besoin de calculer pas mal de couches en pré-traitement pour que ces modèles puissent voir, si vous voulez, un petit peu ces relations spatiales. Euh, donc, finalement, les prédictions produites par les random forest et XGBoost sont discrètes, donc c'est-à-dire pixel par pixel, ce qui ne convient pas aux applications nécessitant des sorties continues. Euh, ces modèles, finalement, ne tiennent pas compte naturellement de l'information séquentielle dans les données, ce qui est important, par exemple, pour les tâches telles que l'analyse des séries temporelles et les tâches qui nécessitent l'utilisation de ces séries-là. Mais ça, c'est pas vraiment un problème pour la cartographie des arbres parce que, en général, on n'utilise pas des séries temporelles, on utilise des données qui sont issues d'un mosaïque ou bien une composite sur une année complète et on extrait des indices de végétation, des indices de texture, etc. Et on entraîne notre modèle. Donc ça, c'est pas vraiment une limitation pour la cartographie de la hauteur des arbres. Euh, En termes d'exemples notables sur des papiers qui utilisent le XGBoost, donc on a ici cette étude qui a été menée par Potapov et ses collègues au NASA. Il utilise un très grand nombre de données d'entrée. Donc, on peut les voir à droite. On peut voir aussi des valeurs, par exemple, des valeurs de données brutes comme les bandes, le bleu, le vert, le rouge, le proche infrarouge, le shortwave infrarouge. Par exemple, on peut voir aussi des indices de végétation, des statistiques de synthèse, comme par exemple la moyenne, le maximum, la médiane et quelques autres métriques de phénologie. Donc, il y a pas mal de métriques qui ont été utilisées. Donc, ça représente un très grand travail en termes de pré-traitement et stockage de données pour avoir une carte mondiale de la hauteur des arbres à partir des données Landsat. Donc, maintenant, on va passer au modèle d'apprentissage profond. Donc, tout d'abord, on doit pré-traiter les données comme avant, on doit filtrer ces données, créer une composite et c'est tout. Normalement, on travaille qu'avec des données brutes, avec les modèles d'apprentissage profond. Donc, on a les couches qui sont issues de différents capteurs et on les utilise telles quelles dans les modèles. Ensuite, on doit créer notre jeu de données d'entraînement comme on l'a fait pour les modèles de machine learning. Mais avec l'apprentissage profond, comme on va le voir,
on peut utiliser des images dans les modèles. Donc, c'est-à-dire, on peut utiliser une image complète comme donnée d'entrée dans ces modèles-là. Donc, par exemple, imaginez que vous avez votre composite de taille N et P. Donc, ce sont les couches à droite dans cette figure-là. Et donc, on va imaginer que cette carte représente toute notre zone d'intérêt. Donc, ça peut être notre zone d'intérêt peut être à l'échelle d'un continent, par exemple, ou bien d'un seul pays. Euh, donc, cette image est composée des bandes spectrales brutes de S1 et S2, puisqu'on veut travailler avec S1 et S2. Donc, ces couches-là sont représentées par les indices de B1 jusqu'à BN. Euh, donc, après ça, on superpose les acquisitions Jedi dessus et on extrait des patchs. Donc, sont les petits carrés en blanc sur les images. Donc, ces patchs ont une taille un peu plus petite par rapport à l'image. Donc, elles ont une taille de S fois T. Donc, il faut extraire assez de patchs de manière qu'on a suffisamment de points dans un patch, ou bien, pardon, la taille des patchs doit être suffisamment large pour qu'elle puisse contenir pas mal de données, pas mal de points JEDI. Et ça va être notre base d'entraînement et notre base de calibration. Donc, en termes de données d'entrée pour les modèles d'apprentissage profond, on a des patchs qui ont une taille de S fois T, on a plusieurs bandes. Et enfin, pour les données de calibration, on a les acquisitions JEDI pour chaque patch. Et maintenant, pour les modèles, donc avec l'apprentissage profond, on a une immense flexibilité en termes d'architecture, qui est le modèle. Donc, dans cette présentation, on va se concentrer sur les réseaux qui utilisent l'opération de convolution. Et ces réseaux sont généralement appelés réseaux de neurones convolutifs. Mais avant de commencer d'introduire les modèles, il y a des modèles qui sont disponibles. Dans notre équipe, on a développé un autre modèle. Donc, on doit tout d'abord comprendre c'est quoi une convolution. La convolution, c'est une opération mathématique qui applique un filtre, ce qu'on appelle un noyau de convolution, et sa tâche consiste à extraire des motifs spécifiques d'une image. Ces noyaux permettent d'accentuer certaines caractéristiques de l'image, d'extraire des contours, des textures ou d'autres traits pertinents dans une image. Et c'est le modèle qui va trouver lui-même les meilleures valeurs du noyau. On doit juste fournir l'architecture générale, les données et les sorties. Et donc, comment ça marche? Donc, nous avons ici, par exemple, une matrice d'entrée. Imaginons qu'elle représente les patchs que nous avons vus plus tôt. Et on a notre noyau, le kernel ici. Et la sortie de l'opération de convolution est la suivante. On superpose le noyau sur l'image, on fait une multiplication par pixel et on calcule la somme. Et ça, c'est la première sortie. On déplace le noyau et on répète l'opération suffisamment de fois pour couvrir toute l'image. Et il faut remarquer que la sortie est plus petite que l'entrée, c'est parce que nous faisons des convolutions valides, ce qui signifie que nous appliquons le filtre lorsqu'il couvre entièrement l'entrée. Et donc, pour avoir la même taille que l'entrée, si on veut avoir un output qui a la même taille que les inputs, on doit remplir l'entrée avec des zéros le long du bord. Et on appelle ça du padding, padding à zéro. Et dans cet exemple, on a utilisé qu'une seule bande en entrée. Généralement, on a plusieurs bandes en entrée pour le modèle. Et pour effectuer une convolution sur plusieurs bandes, donc imaginez que vous avez trois bandes, le rouge, le vert et le bleu. Donc vous aurez trois noyaux et un noyau pour chaque bande. On effectue cette opération de convolution par bande, comme on vient de le voir, et on additionne les sorties à la fin, de sorte que l'on obtient une seule sortie à partir de trois bandes. Pour les réseaux de neurones, il y a beaucoup d'hyperparamètres pour la convolution. Donc,
Un de ces hypermètres, c'est le stride ou bien le pas de convolution, et il détermine de combien de pixels le noyau doit se déplacer dans l'image. Donc, son objectif, c'est de contrôler la taille de la sortie. Des pas supérieurs à 1 vont entraîner une réduction de la taille spatiale de l'entrée. Donc, en général, un pas de 1 est utilisé pour capter les détails fins de l'image, tandis qu'un pas supérieur à 1 est utile pour réduire les dimensions de l'entrée et réduire la dimensionnalité. Donc, voici un exemple. Donc, on a d'abord un stride de 1, comme on vient de le voir. Donc, ça, c'est un stride de 1. Et maintenant, on passe à un stride de 2. Comme vous le voyez, la sortie est maintenant plus petite et le noyau se décale de 2 pixels le long des colonnes et des lignes. Comme avant, on peut aussi utiliser du padding. C'est généralement utilisé pour réduire la dimensionnalité des sorties. Euh, Nous allons maintenant parler du nombre de filtres qui est également un hyperparamètre et celui-ci contrôle donc le nombre de bandes que nous voulons avoir ou bien le nombre de filtres que nous voulons avoir après chaque opération de convolution. Donc, il est utilisé pour déterminer la profondeur ou bien la richesse de la représentation des motifs dans le volume de sortie. Donc, en augmentant le nombre de fils, on permet au modèle d'extraire des motifs qui sont plus complexes, mais cela entraîne également une augmentation des besoins en mémoire et en temps de calcul. Il existe quelques conseils sur la manière de l'utiliser, mais au final, ils dépendent de la tâche. Mais une règle empirique consiste à augmenter le nombre de fils lorsqu'on diminue la taille spatiale. Et juste donc pour être clair, lorsqu'on parle de nombre de filtres, on ne parle pas spécifiquement du nombre de noyaux. Donc le nombre de noyaux dépend plutôt des bandes dans les données d'entrée. Par exemple, si nous avons une image avec une seule bande en entrée et on spécifie deux filtres, nous aurons deux noyaux, un par filtre. Et notre sortie sera une image avec deux bandes. Maintenant, si nous avons une image avec trois bandes en entrée et on spécifie deux filtres, nous aurons trois noyaux pour chaque filtre, mais notre résultat sera une image avec deux bandes en sortie. Euh, Maintenant, on a la taille du noyau et la taille du noyau contrôle le champ réceptif du noyau, c'est-à-dire ce qu'il peut voir dans une image. En augmentant la taille du noyau, on permet au modèle on permet au modèle de saisir un contexte spatial plus grand et de générer des motifs de plus grande taille. Les noyaux de petite taille peuvent capter des tailles plus fines et des motifs locaux. Donc, en général, dans le contexte de la cartographie de la hauteur de la canopée, on utilise normalement des noyaux de taille 3 x 3. Donc, c'est ça, avec les imageries Sentinelle 1 et 2, ça représente 30 mètres par 30 mètres, 50 mètres par 50 mètres, ou bien 70 mètres par 70 mètres, ce qui est égal à un noyau de 7 par 7. Euh, donc, il y a un autre paramètre qui est la dilatation et cet paramètre contrôle l'espace entre les éléments du noyau. On peut donc avoir un noyau de taille 2 par 2, mais qui couvre une zone de 3 par 3 dans l'entrée. Le but est d'augmenter le champ réceptif du noyau sans augmenter le nombre de paramètres dans le modèle. Et voici un exemple. Donc, nous avons le taux habituel de dilatation de 1, qui est le taux par défaut. Maintenant, si on augmente le taux jusqu'à 2, on aura toujours le même noyau, mais il couvre maintenant une surface plus grande, ce qui affecte également la taille de la sortie, le output à droite en vert. Donc, pour calculer la valeur de la sortie, comme auparavant, on multiplie les valeurs du noyau par les pixels concernés et on fait la somme. Autre opération des modèles convolutifs, c'est l'agrégation ou bien le pooling. Et donc, le pooling, ce n'est pas un hyperparamètre, mais plutôt une opération qu'on utilise après l'opération de convolution et qui possède ses propres hyperparamètres, tels que le stride ou le pas et la taille de pooling, ou plutôt la fenêtre. On l'utilise principalement pour réduire la taille spatiale d'une façon moins coûteuse que par rapport au striding.
Donc voici un exemple qui utilise le max pooling et en utilisant un stride de 1 et une taille de pooling de 2 x 2, à l'intérieur de la fenêtre de 2 x 2, on sélectionne le maximum, on le place en sortie et on peut par exemple calculer la moyenne ou utiliser d'autres fonctions. Une autre opération, c'est la convolution transposée et on verra quand on l'utilise. Et donc, cette opération-là a l'effet inverse d'une convolution. Donc, en général, on l'appelle la déconvolution. Et, et ce qu'on veut dire par effet inverse, c'est qu'on l'utilise pour augmenter la taille spatiale de la sortie par rapport à l'entrée. Donc, voici comment elle fonctionne. Donc, on a une entrée qui fait 2 x 2, une matrice de 2 x 2, mais on souhaite avoir une matrice qui fait 4 x 4. Euh, donc, pour augmenter la taille, on prend un pixel de l'entrée, on le multiplie par le noyau et on obtient une sortie qui est égale à 2 x 2. En répétant ce processus, on augmente la taille de l'entrée de 2 x 2 à 4 x 4. On dispose également d'un ensemble d'hyperparamètres pour les convolutions transposées, comme ceux pour l'opération de convolution, pour contrôler le comportement. Par exemple, la largeur du pas, le nombre de filtres de sortie, etc. Alors, en général, ce sont les mêmes hyperparamètres que la convolution normale, mais c'est juste, elle a un effet inverse. Enfin, la dernière chose à voir, ce sont les fonctions d'activation dans un modèle convolutif, et même pas justement pour un modèle convolutif, mais dans tout type de modèle de réseau de neurones. Et là, il s'agit d'une fonction non linéaire et qui est appliquée après l'opération, dans notre cas de convolution. Et donc, le but de ces fonctions d'activation, c'est d'introduire une non-linéarité dans le modèle pour lui permettre de comprendre des relations qui sont plus complexes. Donc, voici quelques fonctions, comme par exemple, on a le Tanch, le ReLU de l'onglet Rectified Linear Unit, la sigmoid, et on a aussi une fonction linéaire, mais celle-ci est généralement utilisée à la fin ou bien après la dernière couche du modèle pour convertir les features ou bien les caractéristiques de ce modèle-là en hauteur de canopée dans notre cas. Donc, avant de passer à l'architecture qu'on va utiliser pour, euh, pour cartographier la hauteur des arbres, je voudrais juste dire qu'avec les réseaux convolutifs, on les construit en utilisant des blocs interconnectés qui sont chargés d'extraire couche par couche les informations les plus pertinentes pour la tâche. Les blocs sont généralement composés d'une opération de convolution, d'une fonction d'activation et d'opération de normalisation. On n'aura pas le temps de voir tout ça dans cette présentation-là, mais ces blocs prennent une entrée et produisent une sortie. Donc, il existe également une opération appelée saut de connexion ou une skip connection. Et cette opération-là déplace les données sans les modifier d'un endroit à un autre. Et je parle un petit peu de cette fonction parce qu'on l'utilise normalement dans notre modèle pour la cartographie. Euh, bon, on verra tout ça dans le slide. Oui. Donc maintenant qu'on a tous les outils, on peut construire le modèle. Et celui-ci se base sur une architecture appelée les UNET. Donc cette architecture, elle a été développée en 2015 pour la segmentation d'imagerie médicale, mais adaptée à l'estimation de la hauteur de la canopée ainsi qu'à d'autres tâches. Donc cette architecture est composée d'un encodeur ici représenté en bleu à gauche. Et l'encodeur est composé de blocs. Donc, chaque bloc étant composé de deux opérations de convolution, chacune suivie d'une normalisation et d'une fonction d'activation. Ces deux convolutions sont chargées d'extraire les motifs, comme je viens de le dire, des données d'entrée et à l'aide des filtres ou bien les noyaux de convolution. Et la dernière convolution est chercher de réduire la dimension spatiale, donc je parle euh, par bloc, spatiale par deux. Donc tous les blocs du codeur sont similaires. Donc après, donc l'encodeur prend une entrée de taille W fois H. En pratique, nous avons utilisé des images qui font 256 par 256 pixels. Euh,
la passe aux différents blocs et à la fin, après la deuxième opération de convolution jaune, donc toujours à gauche, la taille effective de l'entrée aura été réduite à 16 fois 16, donc 16 fois 16 pixels. Mais le nombre de bandes passe d'environ 18, donc toutes les bandes optiques et radars, à 1024 bandes sur sur les blocs jaunes. Donc ces images 16 par 16 seront ensuite envoyées au décodeur qui va utiliser l'opération de déconvolution pour augmenter la taille spatiale et réduire le nombre de filtres en même temps avec la convolution. Donc le décodeur a l'effet inverse du codeur dans ce cas-là. Il utilise d'abord la déconvolution pour augmenter la taille spatiale de 2 euh, à chaque étape. Il concatène ensuite les données provenant du codeur au même niveau. Donc, ce sont les sauts de connexion ici, les traits noirs. Et ensuite, on a deux opérations de convolution après l'opération de déconvolution. Et donc, ça, c'est pour chaque bloc du décodeur. Donc, par exemple, pour le CDB1, on a une opération de déconvolution et après ça, deux opérations de convolution. Donc, avec ça, on passe de 16 fois 16 avec 1024 mondes jusqu'à 256 par 256 et 64 mondes au niveau de CDB4 à droite. Donc, enfin, ces cartes de motifs ou bien ces feature maps de taille 256 par 256 et 64 mondes seront envoyées vers la tête de sortie qui est la output head en rouge ici à droite. Et ici, on va réduire le nombre de filtres afin d'obtenir une image qui a une taille de 256 par 256 et une seule bande qui va représenter la carte des hauteurs. Donc, ça, c'est généralement notre modèle. Et donc, maintenant, on a le modèle, on a l'ensemble de données et tout est prêt pour commencer à entraîner ce modèle-là et avoir en sortie des cartes de hauteur. Donc, pour rappeler, notre ensemble de données est composé de parcelles d'images. Donc, chaque parcelle étant composée, et ici, quand je parle de parcelles, ce sont les images, les parcelles qui vont être utilisées comme entrée au modèle. Donc, ce sont des parcelles qui ont une taille de 256 par 256 pixels et toutes les bandes de Sentinel 1 et 2 qu'on souhaite utiliser. Et on a aussi donc pour chaque patch ou bien pour chaque parcelle, on a les acquisitions de JEDI correspondantes à cette parcelle-là. Et donc, dans notre tableau de base de données, on a les acquisitions JEDI, on a, donc, comme on peut le voir dans le petit tableau en haut, on a aussi l'emplacement relatif de ces acquisitions dans la parcelle, donc le positionnement relatif par rapport au pixel, c'est-à-dire l'endroit où elle peut être trouvée localement dans la parcelle, et la valeur RH98 qui va représenter la hauteur de la canopée et qui va servir à calibrer le modèle. Donc, et si vous remarquez, on n'a pas des mesures de JEDI pour chaque pixel à l'intérieur d'un patch, mais le modèle va apprendre à partir même de ces acquisitions éparses. Donc, tout d'abord, le réseau est initialisé d'une manière aléatoire. Donc, tous les kernels de convolution, de déconvolution, tout ça sont initialisés d'une manière aléatoire. Et comme on commence l'entraînement par envoyer une parcelle, euh, donc, euh, donc on va envoyer une parcelle de bande vers le modèle, ce qui va amener ce réseau-là à produire une seule image à la fin, de la même taille que l'entrée. Au départ, cette sortie ne signifie rien puisqu'on a envoyé une image vers un réseau qui ne contient que des valeurs aléatoires comme paramètres. Donc, pour avoir à la fin une carte de hauteur, on va utiliser une fonction de perte pour guider ce modèle-là. Donc, cela signifie que lorsque nous avons notre sortie, on superpose les valeurs de GDI sur l'image et on calcule la valeur de la fonction de perte. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de l'erreur quadratique moyenne, la MSE. Comme je l'ai mentionné pour le machine learning, on peut utiliser, euh, je dirais pas n'importe quelle fonction de perte, mais il y a plusieurs qu'on peut utiliser. Donc, lors de la première itération, donc on a envoyé les images,
calculer la fonction de perte. Euh, donc, après la première itération, cette erreur sera très élevée car le modèle n'est pas entraîné. Donc, il va ajuster ses poids de manière très légère avec ce qu'on appelle la backpropagation. Et cette opération-là consiste simplement à propager la perte totale dans le réseau de neurones afin de connaître la part de la perte qui revient à chaque nœud. Puis à mettre à jour les poids les poids à jour de manière à minimiser la perte en donnant aux nœuds ayant des taux d'erreur plus élevés des poids plus faibles et vice-versa. Donc, en effectuant cette opération sur euh, des milliers d'itérations, bien des millions d'itérations, ce modèle atteindra un plateau à la fin où il ne peut plus réduire la masse. Et à ce stade-là, on arrête l'apprentissage et on passe à l'inférence. Donc, pour la phase d'inférence, on prend notre modèle, ici le UNet. On a notre zone d'étude. On commence par le haut. On extrait un patch de taille donnée. Donc, c'est un patch avec toutes les bandes. Et ici, donc, juste une remarque pour les modèles de convolution, on n'est pas obligé d'utiliser la même taille initiale qui est le 256 par 256. Donc, on peut utiliser des fenêtres qui sont beaucoup plus larges. Donc, on prend un patch, on l'envoie au réseau et il va produire une estimation de la hauteur de la canopée. On répète ce processus autant de fois que nécessaire pour couvrir toute notre zone d'intérêt. Donc, en termes d'avantages et d'inconvénients, pour les avantages de deep learning, sont des modèles qui sont très flexibles et adaptables et permettent des architectures qui sont très personnalisées pour des meilleurs résultats pour la tâche concernée. Donc, ces modèles-là captent le contexte spatial, donc ils sont très avantageux pour l'analyse d'images et la vision computer vision. Euh, donc, c'est un apprentissage de bout en bout euh, à partir des données brutes, donc pas besoin d'ingénierie manuelle ou bien d'ingénierie manuelle des caractéristiques ou bien des variables qui vont être utilisées par le modèle. Euh, il a- il- Ces modèles-là permettent des performances de pointe en reconnaissance d'images, traitement du langage naturel et d'autres tâches complexes. Cependant, le deep learning a une complexité computationnelle qui est très élevée, nécessitant des ressources informatiques et du temps pour l'entraînement. Donc, ils ont un petit peu une nature boîte noire, donc ils ont une difficulté à être interprétés et comprendre le fonctionnement interne. Ils nécessitent de grands ensembles de données étiquetées pour un entraînement efficace et ils sont sensibles au overfitting, donc nécessitent une régularisation et un bon réglage des hyperparamètres. Donc, des exemples des études qui ont utilisé le deep learning pour cartographier la hauteur des arbres. Donc, on a ici l'étude de Long et Tal qui a utilisé les données de Sentinel-2 comme données d'entrée, JEDI pour la calibration. Ils ont produit une carte de la hauteur de la canopée au niveau mondial. Donc, cette étude a utilisé un modèle appelé Exception qui est relativement plus simple que les UNet. Et contrairement aux UNet, leur modèle a été entraîné sur des très petites parcelles qui font de mémoire 18 par 18 pixels et ils ont été entraînés sur un seul point JEDI par parcelle. Donc, il manquait un petit peu ce contexte spatial qui est un peu plus grand. Donc, parmi les autres études, il y a deux que nous avons réalisées ici au LSI. Ces deux études utilisent à la fois les S1 et les S2 comme données d'entrée, le JDAI comme données de calibration. La première a été réalisée par Martin Schwarz et cette étude a utilisé le modèle UNet, donc grosso modo le même modèle que je viens de présenter. La deuxième étude a été réalisée par moi et donc dans celle-ci, on a introduit un nouveau modèle qui est un peu plus complexe et qui utilise une architecture de transform. Donc, on a remplacé une partie de l'encodeur qui utilise les convolutions par un autre modèle qui utilise et donc
qui utilisent les transformers. Pardon, j'ai mis une capture d'écran pour Martin Schwarz pour les deux. Euh, voilà, on va pas voir les transformers, mais je vais quand même montrer un petit peu ces résultats dans les slides qui viennent. Donc, en termes de résultats, ici on peut voir les résultats de Potapov, euh, de l'étude de Potapov, de Long, d'un modèle qui s'appelle Alpha UNet. Donc, c'est un modèle qui peut modifier par rapport au UNet traditionnel, si on veut l'appeler comme ça. Et finalement, le transformer qui s'appelle Hightech. euh, le Alpha UNet et Hightech ont été utilisés sur une étude pour cartographier la hauteur des arbres au Ghana. Les barres de signal à droite représentent la complexité des modèles. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux derniers modèles sont beaucoup plus complexes et fournissent également de meilleures estimations des hauteurs. Donc, si on regarde les histogrammes en bas à gauche, on peut voir que les modèles de Potapov et de Long ont tous les deux des difficultés à capter un certain ensemble de hauteurs. Donc, le modèle de Potapov sous-estime la hauteur des grands arbres, tandis que le modèle de Long a une meilleure estimation des grands arbres, mais surestime les arbres plus bas. Les meilleurs modèles dans cette comparaison, c'était le UNet et les transformers, qui captent tous les deux la valeur basse et haute de la canopée. Et les histogrammes comprennent toute la gamme des hauteurs qui a été fournie par JEDI. Maintenant, si on regarde la colonne centrale, on peut également voir la différence de résolution. Et si les deux derniers modèles fournissent les meilleurs résultats en termes de reconstruction des hauteurs, ils fournissent une estimation élevée des hauteurs pour les grands arbres et ils peuvent capter les détails fins à l'intérieur de ces zones forestières. La différence dans le niveau de détail peut également être vue dans le rendu 3D, donc c'est la dernière colonne à droite, où les modèles UNet et transformés ont une résolution beaucoup plus élevée par rapport à Lang et Potapov, et même le transformer a une résolution plus élevée que le UNet, bien qu'il utilise les mêmes données d'entrée et les mêmes données de calibration. Donc juste une note, oui, ces modèles peuvent avoir la même taille de pixels à la fin, qui est le 10 mètres pour Lang, UNet et les transformers, mais sur la base de l'architecture, on peut perdre certains détails. Et les sorties peuvent être plus lisses, ce qui cause les différences qu'on voit. Maintenant, si on zoome un petit peu, on peut voir ici une zone des arbres dispersés, mais on peut voir que le modèle est capable quand même de donner une estimation précise des hauteurs, les arbres ne dépassant pas 20 mètres de hauteur dans cette zone-là, et une distinction claire entre les arbres et le sol nu. Donc voici une comparaison entre les différents produits. Comme vous pouvez le voir, les modèles plus complexes fournissent une meilleure reconstruction de la scène. On a ici une scène complexe, c'est une ville avec quelques zones de végétation et quelques îlots d'arbres. Donc, comme vous pouvez le voir, le modèle réussit également à reconstruire les différentes hauteurs des différentes couvertures terrestres. Et comme vous pouvez le voir, il a même pu capter la hauteur la hauteur des arbres, bien sûr, le long des routes à l'intérieur de la ville et produit de faibles valeurs pour les bâtiments. Les résultats entre les différents produits sur cette scène-là sont un peu plus contrastés. Donc, Potapov, à 30 mètres, a donné des résultats qui sont décents. Il a fourni une bonne estimation pour les îlots de végétation, mais il n'a pas la résolution nécessaire pour capter les petits arbres à l'intérieur de la ville. Pour le produit de Long, donc c'est deuxième ligne au centre, détecte également les taches de végétation, mais il semble lisse, donc un peu smooth. Et comme précédemment, les hauteurs inférieures semblent être surestimées. Et la couleur blanche qu'on voit sur l'image montre également que la carte a été post-traitée. Donc, ils ont fait un euh, post-processing sur les cartes là où ils ont fait appliquer un masque urbain pour supprimer les estimations sur les pixels représentation des structures humaines, pardon. Par exemple, les bâtiments ou bien les routes.
Pour le modèle UNET, donc première ligne, dernière colonne, le modèle a été capable de reconstruire les parcelles de végétation de manière précise, mais on peut voir des hauteurs élevées sur les zones au-dessus des bâtiments. Donc, c'est un effet qu'on ne peut voir, qu'on ne le voit pas dans le modèle de Transformer, sur la deuxième ligne et dernière colonne, ce modèle-là, qui semble montrer la meilleure qualité visuellement par rapport à tous les modèles. Donc, voilà ma présentation. Bah, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ibrahim. Je vois qu'il y a Philippe qui avait une question. Il y a aussi une question là dans le chat qui est de Carole qui avait posé la question en cours de chat, si tu veux regarder. Et sinon, n'hésitez pas, peut-être que Philippe, tu peux poser ta question. Si- Non, non, c'était pas une question, c'est juste pour Ah, ok. applaudir Ibrahim. Ah, ok, d'accord. Merci Philippe. Donc, pour la question, si on peut, pour appliquer le modèle dans une zone, faut-il nécessairement les donner des trois types de capteurs? En général, généralement, on a besoin d'au moins deux types de capteurs. Donc, on a besoin de soit Sentinel-1, soit Sentinel-2, ou bien un mélange des deux. Mais on a besoin d'avoir les données de JEDI pour faire la calibration. Donc, il nous faut au moins deux types de capteurs pour appliquer ces modèles-là. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Euh, N'hésitez pas. Je sais que c'était une présentation assez longue. Claire. Francis? Ouais, bonjour. Bonjour. Merci, merci pour la présentation. Alors, j'ai envie de savoir, peut-être que j'ai un peu pris l'atelier un peu en retard. Dans le Sentinelle-2, quels sont les paramètres qui sont extraits et qui sont mélangés aux autres dans le cadre de la cartographie des hauteurs? Vous parlez des bandes? Oui, des bandes, oui. Bah, normalement, on prend toutes les bandes de Sentinel-2. Donc, si mes souvenirs sont bons, il y a 10 ou 12 bandes. Donc, toutes les bandes Sentinel. On n'a pas fait un truc spécial. Donc, on ne traite pas les bandes. C'est justement, on fait un pré-traitement pour enlever les nuages et tout ça. Faire une mosaïque sur soit une année entière si on travaille par exemple sur des forêts tropicales parce qu'il y a pas assez parce qu'il y a assez de nuages là-bas. Et par exemple en France, on a pris une mosaïque sur le leaf on season, mais à part ça, donc il n'y a pas de traitement spécial. Donc on prend toutes les bandes de Sentinel-2, quatre bandes de Sentinel-1 et on utilise ces bandes-là pour entraîner le modèle. OK. Et en fait, lorsque c'est Philippe nous dit, qui disait qu'il nous faut au moins deux jeux de données, soit du radar ou du lidar ou avec de l'optique. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un impact particulier, par exemple, si on n'a pas les trois jeux de données? Bah, premièrement, pour le troisième jeu de données qui est le JEDI, bah, il est nécessaire pour calibrer le modèle. Donc, sans JEDI, on n'aura pas des estimations de la hauteur, donc on ne pourra pas calibrer notre modèle. Donc, théoriquement, on peut remplacer JEDI par d'autres types de capteurs. Donc, si vous travaillez sur des zones là où il y a beaucoup d'acquisitions LIDAR par des capteurs aéroportés, vous pouvez donc remplacer JEDI et utiliser d'autres types de capteurs. Euh, mais il nous faut au moins un capteur qui fournisse la hauteur de la canopée, peu importe si ce soit JEDI ou non. Donc ça, c'est pour les données de calibration ou pour calibrer le modèle. Donc pour les entrées, il nous faut au moins un capteur ou bien deux capteurs qui représentent un petit peu, qui ont une couverture continue du paysage et qui captent un petit peu les caractéristiques de la forêt. Donc aussi, là, je parle théoriquement, on peut utiliser que le radar, mais le radar, il a pas mal de bruit. Il y a le speckle effect. Donc, et ici, si on veut utiliser justement le radar, donc on peut faire des quarts de hauteur, mais il aura trop de bruit. Donc, c'est pour ça, nous, dans nos études, on a utilisé l'optique.
qui n'a pas souvent tous les problèmes du radar, mais on a en plus ajouté des données de radar parce qu'on trouvait qu'il améliore un petit peu les précisions. Ok, bon, moi j'avais bien compris que le Jedi était, c'est quasiment la donnée fondamentale. En fait, ce que je voulais savoir, effectivement, c'est de savoir si on peut soit avoir simplement du radar, soit simplement de... Donc, l'idéal, en fait, c'est d'avoir le radar et l'optique et fondamentalement le capteur Jedi. OK. Ouais. Donc, fondamentalement, on n'a pas besoin du Jedi puisqu'on peut le remplacer par d'autres types de Mais en capteurs. fait, Mais je parlais plutôt de capteurs de hauteur. Donc, on peut avoir soit du Jedi, soit des lidars aéroportés, ouais, effectivement, c'est pour... ça. Voilà. OK. Philippe? Oui, Philippe? Ouais, ouais, j'avais justement une question. Comme le radar, il a beaucoup de bruit et qu'il sature, quelle est son utilité complémentaire par rapport à Sentinelle-2? Est-ce qu'il apporte quelque chose et est-ce que tu as regardé ce qu'apportait précisément l'utilisation de Sentinelle-1 par rapport à Sentinelle-2? Bah, j'ai comparé, quand je travaillais sur le Ghana, j'ai entraîné un modèle qui n'utilisait que le radar. Et donc, il donne des cartes de hauteur. Donc, on peut voir un petit peu les patterns sur les forêts et euh, les estimations sur les forêts et sur les d'autres types de paysages. Mais il y avait beaucoup de bruit là-dedans. Donc, des cartes issues du radar n'étaient pas très bonnes. Donc, voilà. Ma Je question, pense c'est qu'il a pas mal d'informations à donner au modèle, mais on ne peut pas les utiliser toutes seules. On aura besoin toujours des données optiques au moins. Ouais, ma question, c'est est-ce qu'on peut faire qu'avec les données optiques ou est-ce que quand on a optique et radar, on a quelque chose de mieux que seulement optique, quoi. Bah, d'après Martin, il a essayé les deux et il trouvait que ces cartes de hauteur qui utilisaient les deux types de données étaient un peu plus précises que par rapport à un modèle qui n'utilisait que l'optique. Oui, ça c'est sur la France, mais sur l'Afrique, on peut se demander si ça va être pareil parce que le radar, il va saturer très vite, plus que sur la France. Et donc, du Ouais. coup, la question c'était est-ce que le résultat de Martin, que Sentinelle-1 est quand même utile sur la France, est aussi extrapolable sur des forêts en Afrique, quoi. D'accord. Bah, c'est une très bonne question. On doit l'essayer quand on peut. Après, évidemment, il y a Pulsar, qui est une longueur d'onde qui peut être vraiment un appel. Ouais. Moi, j'avoue qu'il y a pas mal de choses qu'on peut essayer avec d'autres types de données et sur, en utilisant différents capteurs comme entrée au modèle. Très bien. Jean-Pierre, tu aurais une autre question? Du sel ou ça marche? On n'entend rien là pour Jean-Pierre. J'entends rien. Ok. Il y a ton micro qui ne devait pas fonctionner parce que là, on a un petit bruit qui... Non, on n'entend pas du tout là, Jean-Pierre. Non, désolé. Non, on entend juste un grésillement bizarre. Euh, Peut-être que Jean-Pierre peut écrire sa question. On verra bien. Gilles, en attendant, oui, je peux poser ta question. Oui, bonsoir à tous. Merci encore pour la présentation qui vient plus clarifier plein de zones d'ombre que j'avais. Par contre, quelque chose retient mon attention, c'est beaucoup plus le bruit au niveau de l'acquisition radar. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'existe pas des méthodes de pré-traitement qui pourraient corriger les effets de bruit ou les atténuer? Et ensuite, si ça existe, quel serait l'impact sur la performance du modèle? Est-ce Euh, que c'est de- a été... donc voilà, bah, premièrement, je ne suis pas un expert radar, donc je sais qu'il y a des, euh, des outils de traitement, bien des fonctions de traitement qu'on peut utiliser pour réduire un petit peu le bruit de radar, mais ils ont un coût voilà, pour réduire un petit peu le bruit,
on sera obligé un petit peu de réduire la résolution spatiale des images, des images en sortie de ce traitement-là. Donc, pour réduire un petit peu le bruit, on doit calculer des fonctions qui regardent pas justement le pixel concerné, mais les pixels qui sont à côté. Et donc, du coup, le side effect sera qu'on aura des résolutions un peu plus basses. Euh, J'avoue qu'on n'a jamais essayé de... On n'a pas allé au bout en termes de traitement radar et en utilisant que le radar pour cartographier la hauteur des arbres. Donc, je ne sais pas, peut-être Jean-Pierre peut clarifier un petit peu ces... Ça marche, là? Oui, on t'entend, Jean-Pierre. Ah, ok. Ouais, ben justement, c'était par rapport au Speckle, ouais. Ouais, Au radar, ouais. Ben déjà, ouais, Philippe disait que le radar, il sature. Effectivement, c'est du bande X, hein, bande C. Mais bon, il sature quand même moins que que l'optique. Donc, si l'optique est intéressant, le radar peut être intéressant sans doute aussi. Et après, pour le speckle, en fait, en moyennant manière les plus simple pour enlever le speckle, c'est de moyenner. Et comme là, justement, ben, le radar n'est pas sensible aux nuages, en gros, toutes les images sont bonnes. Donc, on pourrait moyenner les images sur 3 mois, par exemple, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, d'accord. l'expert aussi, c'est Frédéric, hein, qui connaît mieux que moi. Mais Ouais. il me semble qu'en moyennant les images sur 3 mois, par exemple, on réduit fortement le speckle sans dégrader la résolution. D'accord. Bah, moi, sur l'Afrique, j'ai essayé sur le Ghana. J'ai essayé de faire un Moyen Âge pour réduire ce speckle-là, mais il y avait toujours de bruit dans les sorties. Donc, je sais pas, peut-être c'est une autre source des erreurs, mais voilà, on n'a pas vraiment essayé. Mais ce serait vachement intéressant d'avoir des cartes ou bien des modèles qui sont simplement, qui simplement apprennent sur des données radar pour avoir des cartes. Comme ça, on peut avoir des cartes continues toute l'année. Ouais, voilà, l'avantage, c'est que voilà, toutes Ouais, les données radars, elles sont bruitées, mais par contre, voilà, elles sont pas sensibles aux nuages, donc toutes les données radars sont bonnes. Ouais. ouais, Et une autre remarque, mais ça, je veux dire, c'est vraiment du brainstorming, hein. En fait, on entraîne beaucoup les machine learning pour retrouver la hauteur, mais en fait, on pourrait aussi essayer de retrouver la forme d'onde, hein. ouais, Mais par contre, on ne sait pas comment la forme d'onde est reliée à la biomasse. Donc, je pense et ça, c'est du brainstorming, hein, pour le futur, mais je pense que de l'information LIDAR, on n'utilise que la hauteur, alors que voilà, on pourrait essayer de retrouver la forme d'onde. Mais ouais, pour ça, il faut savoir comment la forme d'onde est reliée à la ouais, biomasse. Et pour ça, il faut des données in situ. Donc voilà, enfin, je pense que c'est un truc à regarder à l'avenir. Mais ouais. c'est juste une Bah, remarque. Ça. maintenant, on est en train de regarder un petit peu ce truc-là. Donc, bah, on peut reparler après, mais ça, c'est ma, ma recherche actuelle maintenant. Hmm. Ouais, je pense que c'est hyper prometteur, ça. Ouais. Ouais, Enfin, utiliser hauteur et forme d'onde. Pas utiliser les deux, c'est beaucoup plus riche, bien entendu. ouais, bien sûr. Merci bien et bravo pour la présentation, c'est super. Ouais, merci, Jean-Pierre. Ok. Du coup, j'avais une deuxième question, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Ok, du coup, donc dans votre intervention tout à l'heure, vous avez fait savoir qu'a priori, le problème ne serait pas nécessairement les images radar, vu qu'avec avec un filtre moyenneur, vous êtes capable de réduire le bruit de speckle. Donc, est-ce qu'il ne serait pas aussi peut-être bien de comparer les différents hyperparamètres que vous utilisez dans votre modèle? Parce que dans la présentation, vous nous avez un peu présenté l'architecture du modèle, mais on n'a pas vu exactement quel type d'hyperparamètres vous avez utilisé. Et est-ce qu'en modifiant vos hyperparamètres, ça ne pourrait pas améliorer peut-être les performances du modèle entier? Pour les hyperparamètres et l'architecture et tout ce qui est codage, ça va être, si je ne me trompe pas, tu peux me corriger, Thomas, si ça va être pour les prochains séminaires. Donc moi, ici, je voulais justement vous montrer qu'est-ce qu'il y a en termes de modèles actuels. Les modèles, pour les modèles d'apprentissage profond, c'est quoi les différentes parties de ces modèles-là. Donc, j'ai pas, bon, en vrai, j'ai pas
trop eu le temps de présenter tout ça. Donc, je pense tout ce qui est hyperparamètres, on peut les voir dans ce qu'on a implémenté nous dans notre modèle après. Mais en termes d'hyperparamètres, oui, bah, on a essayé pas mal de choses et oui, vous avez raison. Donc, changer un petit peu les hyperparamètres, oui, ça peut soit améliorer un petit peu les performances ou bien dégrader ces performances-là. Et oui, en effet, dans les prochains séminaires, le prochain, ça sera plutôt sur le pré-traitement avec l'utilisation de Google Earth Engine donc pour pré-traiter les données, pour les nettoyer. Et après, il y aura un séminaire plus sur l'utilisation de PyTorch, et donc notamment, je pense, l'usage des hyperparamètres. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, concernant le speckle sur le radar, là, il y a Gabriel qui a partagé quelque chose dans le chat si vous ne l'avez pas vu. Et sinon, y a-t-il d'autres questions ou remarques? Euh, S'il n'y en a pas, je pense on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à Ibrahim déjà pour sa super présentation. Et Kefil a une question. Je peux prendre la parole si tu veux ou l'écrire si le micro ne marche pas. Sinon, Thomas, moi, j'ai une réaction. Vous m'entendez? Oui, Euh, Kefil, on t'entend pas. Là, c'est une présentation c'est une présentation, hein. Après, pour la mise en œuvre, il y a la possibilité pour certaines personnes de se rendre au LSCE pour être formées. Oui, c'est prévu. Enfin, ça va voir avec Conan, mais c'était dans la discussion avec Conan. Oui, oui, c'est prévu et on est tout à fait évidemment partant pour dire accueillir une visite de collègues au LSCE pour des sessions directes. C'est juste que pour venir au LSCE, si c'est pendant moins de un mois, il faut qu'on fasse une invitation. Ça prend peut-être un ou 2 mois à mettre en place. Comme ça, vous avez un badge, vous pouvez venir. Si c'est pour une période de plus de un mois, là, il faut qu'on fasse un dossier de sécurité qui prend 3 mois, quoi. Voilà. Mais évidemment, on est tout à fait partant hein, pour accueillir des collègues de la GEOS ou même monter des thèses ou des projets ensemble, hein. Il n'y a pas de problème pour essayer de faire ça, hein. Je crois qu'il y a de l'argent dans le projet OFDI, surtout dans le PDA5, pour accueillir des thèses, par exemple, pour avoir quelque chose de... Voilà, pour avoir le modèle et tout ça. Oui, parce que rien ne vaut la pratique hein, pour apprendre, parce que c'est vrai que là, on a de bonnes bases, mais bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment manipuler pour. Oui, les autres séminaires sont plus justement sur la manipulation, mais ça reste que des séminaires. Effectivement, c'est mieux d'être voilà, sur une console avec des gens. Alors, le mieux, s'il y a plusieurs personnes intéressées, évidemment, c'est peut-être de faire un sondage et de trouver une période qui correspond à tout le monde. Allô? Oui, Francis, si tu veux parler. Ouais, non, mais sur cet aspect, ben, comme il le disait déjà, c'est déjà en discussion avec en interne ici à la GEOS. Et je pense que lors d'une précédente réunion, on avait déjà discuté de ça. Et on est en train de voir comment ça peut se faire en fait. Ce serait vraiment l'idéal parce que c'est vrai que même si on a la pratique là en live, en visuel, c'est bien vraiment, comme il disait Philippe, d'avoir de la pratique avec quelqu'un à côté. Vraiment une immersion, c'est l'idéal en fait pour apprendre l'ensemble de ces méthodologies-là. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème, hein. Il faut juste qu'on sache un peu avant pour faire ces invitations. Et il n'y a évidemment aucun problème, hein. C'est même le but du projet, hein. Donc, aucun problème pour venir. Puis après, vous donnez les codes, vous installez ça. On a fait ça avec un étudiant coréen hein, qui a installé tous les codes sur son serveur en Corée. Ou alors les laisser sur le serveur qu'on a en France. Et puis, vous pouvez aussi éventuellement avoir un login pour l'utiliser. Ok.
Euh, Ibrahim, je sais pas si tu as vu, Phil Oui, a donc posé- pour Kefi, le problème, donc je voulais savoir si l'usage des fonctions additionnelles, sigmoïdes, etc., était toujours ajouté dans les modèles ML et DL. Bah, pour les modèles de machine learning, on n'utilise pas des fonctions comme je l'ai montré ici. Donc ces fonctions-là, c'était justement pour les modèles de deep learning et je dirais on est obligé d'utiliser des fonctions d'activation pour introduire une non-linéarité dans le modèle. Sinon, le modèle, il va prendre des données et avoir des relations linéaires et il ne comprendra pas les relations plus complexes. Donc voilà. Alors, pour utiliser Sigmoid ou d'autres fonctions d'activation, ça dépend de l'architecture et de la problématique. Donc, pour la hauteur des arbres, on a utilisé les Rectified Linear Unit, les ReLU, dans, dans les couches intermédiaires du modèle, mais à la sortie, c'était une fonction d'activation linéaire, euh, une simple fonction d'activation linéaire à la fin. Donc voilà. Et je rajouterai une question là-dessus. Enfin, c'est sur cette manière de définir. Donc, tu dis que ça dépend des cas d'usage. Est-ce qu'il y a moyen de savoir a priori quelle va être la meilleure fonction, par exemple, ou les valeurs d'hyperparamètres qui vont marcher, ou est-ce que c'est du purement empirique et vous testez Non, tout? c'est empirique et franchement, il y a des milliers de papiers qui sortent sur tout ce qui est deep learning. Donc, c'est toujours une question de trial and error. Mais si on prend par exemple une architecture dans un domaine qui ressemble un petit peu au nôtre, donc on peut commencer avec leurs suggestions et après ça faire des changements au fur et à mesure. Mais oui, le choix des hyperparamètres et tout ça, c'est un petit peu un choix, euh, comment dire, empirique. Ok, merci beaucoup. On n'a plus de Oui, questions. j'avais une dernière question pour Ibrahim, enfin plus générale, c'est finalement quelle est la bonne échelle spatiale pour faire des cartes de hauteur? Est-ce que 10 mètres c'est bien? Est-ce que 3 mètres ça serait mieux? Euh, Est-ce que tu as une recommandation sur l'échelle spatiale Bah, pour moi, si on veut faire justement des cartes de hauteur, ou même si on veut passer après ça à la biomasse, bah, 10 mètres, c'est assez bon, quoi. Je pense Oui. pas qu'on a, je peux m'en tromper, mais je pense pas qu'on a trop d'intérêt à descendre jusqu'à 3 mètres ou même moins. Vu aussi Ouais, je sais pas, parce que 10 mètres, c'est un peu hybride, ça peut manger un bout de Ouais, c'est quelque ça, chose. c'est un peu hybride, oui. En même temps, la biomasse, de toute façon, on peut pas le faire, ça n'a pas de sens de faire la biomasse à 3 mètres, parce qu'on tombe sur un arbre, on a une Ouais. valeur de 3000 tonnes par hectare, et puis on tombe sur un trou, on a zéro. Donc la biomasse, ça a un sens à 30 mètres ou à 100 mètres. Évidemment, pour la hauteur, en vue de faire de la biomasse, en fait, je sais pas trop. On se dit que des données à très haute résolution, ça permet de mieux voir les trous, mais en même temps, comme de toute façon, on a besoin d'allométrie moyenne à l'échelle d'une certaine région, d'un plot, je me dis que oui, je me dis que 10 mètres, c'est comment dire, c'est acceptable si on a en face des parcelles qui font typiquement 30 mètres sur lesquelles on peut équilibrer des relations entre hauteur et biomasse, quoi. Mais c'est peut-être bien aussi d'avoir des hauteurs à plus haute résolution, hein, je sais pas. Ouais. Et le problème, c'est bah, si on peut le faire à 3 mètres, par exemple, ça serait super si on a la possibilité. Mais le problème, c'est quand on passe de 10 mètres à 3 mètres, on est obligé de multiplier notre volume de données par 9, quoi. Ah oui. Et en plus, tu auras besoin de beaucoup plus de comment dire, processing power pour traiter toutes ces données-là, entraîner le modèle. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, moi, je dirais 10 mètres, c'est une bonne. Moi, je pense Euh, que 10 mètres, c'est bien par rapport à la taille des plots qui servent à calibrer ensuite la relation entre hauteur et biomasse, hein. Je pense que ouais. 10 mètres, c'est pas. Après 10 mètres, c'est bien sans doute pour la biomasse, mais après, il y a d'autres applications comme voilà, suivre les arbres isolés, suivre les Ouais, arbres dans les villes. Voilà, il y a d'autres applications où avoir mieux que 10 mètres, c'est intéressant.
Ouais, ça c'est sûr. Après, évidemment, si tu as des trous avec des arbres qui disparaissent, est-ce que tu as des années successives avec la hauteur? Est-ce que 10 mètres, c'est suffisant pour voir des trous ou pas, quoi, hein. C'est un peu aussi l'autre question, quoi. Ouais. Je pense pour ces applications, le 10 mètres ne va pas être adéquat, quoi. Ouais, mais on peut, donc, toi, s'il y a des campagnes lidar répétées ou des drones et qu'on voit des trous avec une précision qu'apportent les drones ou des lidars aéroportés, on peut justement voir par rapport à ce qui est détecté avec des satellites si on arrive à détecter des trous dans le couvert ou bien si 10 mètres c'est juste pas suffisant, quoi. Hmm. Ça n'a pas parlé non plus des problèmes de géolocation de Jedi, Ah oui. Bah, désolé, bah, mais on peut en discuter. peut-être on peut faire une sorte d'un document où mettre toutes les questions et on peut les aborder après quand on parle du pré-traitement et des modèles. Oui, parce qu'il y a un papier de nos collègues allemands là sur justement une façon de corriger dans la fonction de coût Hmm. les locations de Jedi qui sont incertaines et qui peuvent poser des problèmes parce que à 10 mètres d'erreur sur le Jedi, ça dépend évidemment des couverts. Si c'est un couvert homogène, 10 mètres d'erreur de location sur le Jedi, ça peut aller. Mais si c'est un couvert très hétérogène, évidemment, 10 mètres de location sur le Jedi, ça dépend évidemment si c'est une erreur aléatoire ou systématique. Ensuite, ça peut poser des problèmes pour des cartes. Mais bon, ça, on pourra en discuter, peut-être, c'est un problème. Ouais. Ok, très bien. Philippe? Ouais, je sais pas, Ah, ok, je ça crois que tu va. voulais ajouter quelque chose. Euh, Ou- Bah, du coup, là, si on a fait le tour, je vais partager l'enregistrement pour que tout le monde puisse savoir. Si Ibrahim, tu pouvais envoyer les slides, ça serait parfait aussi. C'est Sûr. possible.